Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui nous touche absolument tous, l'économie de l'attention. En gros, comment notre bien le plus précieux, notre attention, est devenu une simple marchandise. On connaît tous cette sensation, d'être tiré dans tous les sens, en permanence. Les notifs qui n'arrêtent pas, les pubs qui nous traquent en ligne, les feeds infinis, c'est épuisant. Mais la vraie question, c'est pourquoi ? Comment notre attention est-elle devenue ce champ de bataille permanent ? C'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Réfléchissez une seconde ce matin au réveil. C'était quoi le premier geste ? Pour une majorité d'entre nous, c'était de prendre le téléphone. C'est devenu comme une extension de notre main. Et cette petite angoisse, ce coup de stress quand on se rend compte qu'on l'a oublié, eh bien tout ça, ce n'est pas du tout un hasard. Et ce qui est dingue, c'est que cette situation, en fait, elle n'est pas si nouvelle que ça. Non, ce n'est pas juste la faute des smartphones ou des réseaux sociaux. C'est le résultat d'une histoire qui a commencé il y a 200 ans. 200 ans d'efforts pour nous comprendre, nous capturer et au final, nous vendre. Allez, on remonte le temps pour voir d'où ça vient. Alors, première étape, les origines. Tout part d'une idée qui, à l'époque, était complètement révolutionnaire. L'idée que l'attention humaine, ce n'est pas juste un truc abstrait, non, c'est une ressource. Une ressource qu'on peut extraire, emballer et vendre. C'est un pédagogue russe, Ushinsky, qui a dit un truc génial. L'attention est le seul moyen d'accéder à notre âme. Et c'est tellement vrai. Pensez-y, on peut être là physiquement, mais si notre esprit est ailleurs, eh bien rien ne nous atteint. C'est cette porte d'entrée vers notre conscience que certains ont compris qu'ils pouvaient forcer et surtout monétiser. Et alors, comment on fait pour forcer cette porte, mais pas juste pour une personne, pour des millions de gens ? La clé, elle a été découverte il y a près de 200 ans par un certain Benjamin Day. Et son coup de génie, ça a été de comprendre une chose fondamentale sur la nature humaine. On adore ce qui est gratuit. Alors voilà, son modèle, c'est tout simple, mais c'est brillant. En 1833, il lance un journal à 1 centime. L'idée, c'était pas de faire fortune avec la vente du journal, non. Le journal, c'était juste l'appât, un aimant pour attirer un maximum de lecteurs. Et une fois qu'il avait cette audience de masse, eh bien, il l'a vendu aux annonceurs. Le vrai produit, ce n'était plus le journal, c'était les gens qui le lisaient. C'est fou, mais le modèle économique de Google et de Facebook, il a été inventé là, en 1833. Et ce modèle, c'est devenu la recette magique. Chaque nouvelle technologie n'a fait que la perfectionner, la rendre plus puissante. D'abord, la radio, avec ses programmes gratuits financés par la pub pour le savon. Ensuite, la télécouleur qui s'invite dans tous les foyers. Et puis, bien sûr, l'explosion d'Internet avec Google et Facebook qui ont pris cette vieille formule et l'ont mise sous stéroïdes en l'alimentant avec nos données. Bon, attirer l'attention, c'est une chose. Mais très vite, ça n'a plus suffi. La concurrence est devenue tellement rude qu'il a fallu passer au niveau supérieur. L'art subtil de la persuasion. Parce que voilà, le public n'est pas bête. Au bout d'un moment, les gens en ont eu ras-le-bol des titres à scandale et des pubs pour des poudres de perlipampin. Il y a même eu un article qui a fait l'effet d'une bombe, la grande fraude américaine, qui a exposé toutes ces arnaques. La confiance était rompue. L'industrie publicitaire a dû se réinventer. Fini de crier, il fallait devenir plus intelligent, plus subtil. Et là, c'est le début d'une sorte de course à l'armement. Les titres chocs, c'est dépassé. On passe aux méga-productions télé. L'exemple type, c'est un jeu télévisé américain, The $64,000 Question. C'était un truc de fou. Des millions de gens étaient littéralement cloués devant leur poste. Le but, c'était de créer un suspense tellement énorme, un contenu tellement addictif qu'il était psychologiquement impossible de zapper. Et puis arrive une autre idée brillante. L'idée que, au lieu de crier le même message à tout le monde, il serait peut-être plus efficace de murmurer le message parfait à l'oreille de la bonne personne. C'est la naissance du ciblage. On ne s'adresse plus à la masse, on divise la population en petits groupes, en tribus, pour leur envoyer des pubs ultra personnalisées. Et on va encore un cran plus loin. L'étape d'après est encore plus psychologique. C'est ce qu'on appelle la fidélisation à la marque. Là, le but, ce n'est même plus de vendre un produit, c'est de vendre une identité, de créer un lien émotionnel tellement fort qu'on ne réfléchit même plus avant d'acheter. Prenez Marlboro. Il ne vendait pas du tabac. Il vendait le mythe du cow-boy. La liberté, la virilité. Acheter un paquet de Marlboro, c'était acheter un petit bout de ce mythe. Résultat, en 1 an, ils sont passés de quasi-inconnus à numéro 4 du marché. Incroyable. Ou Coca-Cola, ils ont réussi à associer une boisson gazeuse au bonheur, carrément, à la famille, à l'American Way of Life. C'est ça, la puissance de la fidélisation. Elle ne s'adresse pas à notre raison, mais à nos émotions les plus profondes. Et puis, Internet est arrivé. Et là, tout a changé. Pas le modèle, non, mais l'échelle. On est entré dans l'ère de la ruée vers l'or numérique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Internet n'a quasiment rien inventé. Il a juste pris le bon vieux modèle de 1833 et l'a branché, disons, sur une centrale nucléaire. Le gratuit est devenu la norme. Sauf que maintenant, le prix est devenu invisible. On ne paie pas avec de l'argent, on paie avec nos données. Souvenez-vous des débuts d'Internet, la pub, c'était l'enfer. Des bannières qui clignotaient partout. C'était horrible.
Et puis, Google est arrivé avec AdWords. Et l'idée de génie de Larry Page, c'était de se dire « Une pub n'est pas une pub si elle est utile, si c'est la réponse à la question qu'on vient de poser. » Et d'un coup, la pub est devenue un service. Et sur cette idée, ils ont bâti un empire. Ensuite, évidemment, les réseaux sociaux ont débarqué et ont poussé le bouchon encore plus loin. Chaque like, chaque partage, chaque photo, c'est une information. Un petit bout de nous-mêmes qu'on donne et qui est soigneusement collecté, analysé pour créer notre jumeau numérique. Comme le dit très bien l'auteur Timou, les technologies de pistage actuelles auraient fait rougir un espion de l'ère soviétique. Voilà, je crois que tout est dit. Ok, le tableau est un peu sombre, on est d'accord. Face à cette machine gigantesque, la question qu'on se pose tous, c'est quelles sont les conséquences sur nous, sur notre cerveau? Et surtout, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour reprendre le contrôle? La réponse est simple. Notre cerveau n'est pas fait pour ça. Il n'est pas conçu pour ce bombardement permanent. Ce flot continu de notifications, ça nous met dans un état de stress constant. Ça génère de l'anxiété, ça détruit notre concentration. On a tous connu cette sensation, non? D'arriver à la fin de la journée complètement vidé, avec l'impression de n'avoir rien accompli. C'est un effet direct de cette surcharge. Alors, c'est vrai, face à des gens pareils, on peut se sentir un peu petit, un peu impuissant. Mais attention, rien n'est perdu. La première étape, la plus importante, c'est déjà de comprendre ce qui se passe, d'en avoir conscience. Alors, maintenant qu'on a posé le diagnostic, comment on fait? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, l'idée, c'est de reprendre le volant, de cesser d'être le passager passif de notre propre vie numérique. Et les solutions sont parfois très simples. Couper les notifications qui ne sont pas essentielles, par exemple. Se fixer des règles, comme pas de téléphone à table. Le but, ce n'est pas de tout jeter et de retourner à l'âge de pierre, non. C'est juste de redevenir maître de nos choix, de décider consciemment où va notre attention. Et pour finir, je voudrais qu'on reste sur une question qui résume tout. On connaît tous la phrase « si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit ». C'est vrai, mais on peut aller plus loin. Si notre attention est la marchandise qui est vendue, alors qui est le vrai client dans cette histoire? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse un peu, pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit.